Premier ministre, on parle de ce qui va se passer pour la France dans les prochains mois. Vos prédictions, allez-y. C'est les prédictions d'Olivier d'Artigol. Après avoir beaucoup réfléchi, regardé les dernières informations, passé le matin, la nuit sur le fil AFP, passé un très grand nombre de coups de téléphone, lu l'intégralité de la presse. François Bayrou. D'accord. Je confirme. Vous pensez que François Bayrou va être Premier ministre confirme. Combien de temps? Non, mais là, on va tout dire. Je pense que un gouvernement François Bayrou, avec un peu de savoir-faire politique dans la composition du gouvernement et avec 2-3 textes prioritaires qui ne seraient pas incendiaires, ça peut nous faire aller jusqu'aux 30 prochains mois et donc jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Ah ouais. D'accord. C'est un engagement dans la durée. T'as beaucoup réfléchi pour dire ça. Appelez-nous, dites-nous à votre avis ce qui va se passer. 01 80 20 39 21. Et bien entendu, si vous pensez que Olivier d'Artigol rêve, vous n'hésitez pas. Bien entendu, vous nous appelez directement. Alors, on va demander à Fabien Lecœuf. Tiens, il va nous dire, nous, Michel Thor va être Premier ministre. Je vois bien. Non, mais c'est vrai. Je vois bien Patrick Hernandez de Born to be Alive. Oui, moi, je reste sur Le Cornu, qui, je pense, est de loin la bonne idée. Mais il a 60%, il a prévenu. Ouais, c'est 60% de phrase. Je vous donne, reposez-vous, on vous rappelle à 17h. Merci. Valérie Benaïm, attention, ne copiez pas. Non, alors moi je pense que étonnez-nous. Non, mais l'option Bayrou me semble intéressante et j'y crois. En revanche, je ne suis pas aussi optimiste qu'Olivier. Les 30 mois, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'on va jusqu'aux législatives en juillet. D'accord. Oui. Très bien. Gauthier Lebray. Alors déjà, je pense que la réunion du jour là à l'Élysée avec les partis de gauche et les partis de droite, justement, c'est ma question du jour aux auditeurs d'Europe 1. Le président de la République voit donc énormément de gens aujourd'hui, sauf les représentants du RN et de la France Insoumise. Absolument. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous nous le dites, alors que c'est quand même les deux partis qui sont pour moi les deux plus puissants en fait. Avec une nuance, LFI a refusé d'y aller dans un premier temps, ils ont été invités, donc c'est pas la même chose que le RN, puisque Jordan Bardella avait demandé d'y aller, en contradiction avec Marine Le Pen qui avait dit moi ça me va très bien de pas être invité parce que je ne veux pas être dans la majorité et je suis dans l'opposition. 01 80 20 39 21, vous nous dites voilà ce que vous en pensez. Gauthier Lebray, allez-y. Alors déjà cette réunion là aujourd'hui où ils doivent se mettre d'accord normalement sur un gouvernement d'intérêt général, je cite le président de la République, tout ça est une vaste blague, ils vont entrer avec des désaccords, ils vont sortir avec les mêmes, c'est juste fait pour perdre du temps et pour montrer qu'Emmanuel Macron consulte, et donc après on va avoir un grand moment de comédie où Emmanuel Macron va nous dire ce qu'il nous a dit d'ailleurs au moment de la censure contre Michel Barnier: je ne suis pas responsable de l'irresponsabilité des autres, ils n'ont pas voulu se mettre d'accord, c'est de leur faute, donc il n'y aura pas de gouvernement d'intérêt général. Donc on va perdre du temps. Emmanuel Macron, son entourage du moins, fait fuiter que le Premier ministre pourra arriver sous 48 heures, ça fait une semaine qu'il doit arriver sous 48 heures, bon très bien. Donc mettons qu'on ait un Premier ministre avant la fin de la semaine, moi je pense qu'il n'arrivera pas, c'est la théorie que je tiens depuis le début, à sortir du socle commun, donc des Républicains, des macronistes avec la potentielle censure du Rassemblement national, et dans ce cas de figure-là, il y a deux noms qui reviennent, Vautrin ou Lecornu, et moi j'ai une préférence pour Sébastien Lecornu, soutenu par Bruno Retailleau qui veut rester ministre de l'Intérieur, soutenu par Nicolas Sarkozy, c'était dimanche à l'Élysée, et c'est celui vous savez qui a été dimanche à l'Élysée? Alors déjà je l'ai su grâce à des informations d'Europe 1, et puis ça a été confirmé par le Figaro. Très bien. Voilà. Vous voulez que je le dise comment je l'ai su? Non, pas du tout. Non, surtout. Non, si vous l'avez su, vous êtes bien informé. Bravo à vous. Et donc il soutient Sébastien Lecornu. Il soutient Sébastien Lecornu, Nicolas Sarkozy, avec une potentielle promotion pour Bruno Retailleau qui pourrait être promu numéro 2 du gouvernement. Mais je ne vois pas comment il fait autrement que de rester dans ce socle commun LR macroniste. Ensuite, Sébastien Lecornu, donc c'est ça que je voulais dire, c'est celui qui connaît le mieux Marine Le Pen par rapport à Catherine Vautrin. Donc ça aurait plus de sens de mettre Sébastien Lecornu, même s'il se prend, je sais, des tirs de barrage de Gabriel Attal qui dit il est trop présidentiable. Mais bon, au bout d'un moment, on peut ne pas écouter Gabriel Attal, c'est aussi potentiellement une option. Il va pas censurer Sébastien Lecornu, donc on peut lui dire écoute, personne ne le connaît, Sébastien Lecornu, il va être à Matignon, peut-être que oui, il aura un destin plus grand que celui qu'on lui prête, mais on n'en sait rien pour le moment. Et après, ça dépend de Marine Le Pen. Si Sébastien Lecornu manœuvre bien et est intelligent, il peut très bien, à mon avis, il y a un proche de Marine Le Pen qui m'avait dit si c'est Sébastien Lecornu, il peut tenir jusqu'à la fin du quinquennat Macron. Et s'il tient pas, eh bien dissolution à nouveau. Et s'il n'y a pas la logique du front républicain, Jordan Bardella à Matignon. Voilà. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Tout pareil. Tout pareil.
tout pareil, et je pense que ça va s'accélérer pour le Cornu. Là, voilà, c'est à moins la seule petite surprise qu'on pourra avoir, c'est Catherine Vautrin, mais sinon ça va être Sébastien Lecornu. Je pense le Premier ministre sans. Voilà, moi je pense, je suis un peu comme vous, Gauthier. Mais donc tout ça pour ça. Pour moi, c'est 80-20. Ouais. 80 Lecornu, 20% Vautrin, mais le reste terminé 0-0-0-0, éliminé, terminé. L'option Bayrou, vous ne l'y croyez plus du tout. Non, je pense que c'est ce qu'on dit depuis 10 jours. En tout cas, voilà, dimanche ce soir, ça lui a pas été favorable. Non, je suis très triste pour Olivier d'Artigol, mais voilà, Olivier d'Artigol, je pense que vous allez énormément le croiser au marché de Pau, François Bayrou, dans les prochaines semaines. Voilà, donc vous avez plus de chances de le croiser au marché de Pau que à Matignon. Sans les socialistes, c'est ce qu'on disait dès le vendredi ici à 16h sur Europe 1. À partir du moment où les socialistes arrivent avec une liste longue comme le bras et où ils recalent François Bayrou en disant si c'est François Bayrou, on ne participe pas au gouvernement. Il y a même hier Boris Vallaud, le patron des députés PS, qui a dit si Bruno Retailleau reste, on pourrait censurer. Bon à partir de ce moment-là, c'est pas possible. François Bayrou, ça ne tient pas. Avec un élément que je ne comprends pas, ou sur lequel je me questionne, Gauthier, c'est qu'on partirait donc sur le même schéma, socle commun, avec un soutien sans participation du RN. Oui. Mais avec Marine Le Pen, qui est quand même montée dans les tours dans son expression politique ces derniers jours, laissant entendre qu'elle pourrait de nouveau mettre sur la table une censure très rapidement si les arbitrages ne lui sont pas très fortement favorables. Tu sais, comme j'ai cru à cette censure contre Michel Barnier, en amont, je ne crois pas que Marine Le Pen ait intérêt à censurer 2 gouvernements coup sur coup. Oui, moi aussi. Elle vient de perdre une législative partielle. Les agriculteurs sont très en colère et ciblent les permanences du Rassemblement national. Autant la première de Michel Barnier, j'y ai cru parce que le courant n'est pas passé entre les deux. Elle s'est sentie méprisée, pas écoutée. Autant si c'est Sébastien Lecornu, il a bien compris qu'il faut prendre en compte Marine Le Pen. Il la traitera avec nettement plus d'égards. Et à mon avis, il sera suffisamment intelligent pour manœuvrer et pour éviter la censure. Et c'est pas l'intérêt de Marine Le Pen de faire tomber 2 gouvernements en l'espace de 6 mois. Exactement. Bravo. Pourtant, elle brandit la menace. C'est fou. Oui, elle brandit la menace. Moi aussi, j'ai brandi la menace. Brandi des menaces ? Oui, j'ai brandi des menaces. Bien sûr, j'ai brandi des menaces. Vous brandissez ? Moi, je suis complètement d'accord avec Gauthier Lebret, si vous voulez que je vous dise. Je n'ai rien à dire parce que je suis d'accord avec lui sur tous les points qui vient de parler, donc bravo. Et généralement, on est plutôt bien informé. Je trouve une belle équipe. Ça remonte bien, quoi. Oui, une vraie petite agence de presse à nous deux. Alors, je voudrais dire aux auditeurs d'Europe 1 à 16h12, rappelez-vous bien de ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous sommes le 10 décembre. On a donc Valérie Benaïm et Olivier d'Artigol qui ont dit François Bayrou. Et donc, Gauthier Lebret et moi-même. On cite 2 personnes, Lecornu et Vautrin, avec une préférence pour Lecornu. Selon le résultat, on n'est pas obligé de se souvenir de l'émission. Vous inquiétez pas, il y a par contre, si c'est François Bayrou, on vient pas. Alors, si c'est François Bayrou, je vous le dis, vous avez 2 heures d'émission, je quitterai le micro. On fait le spécial. Non, je serai là, oui, ça sera. On se délocalise à Pau. Mais je vous le dis, franchement, oui. Si c'est François Bayrou, on se délocalise. C'est bien. On fait une déloc, c'est sûr et certain. C'est certain. Vous topez. C'est très drôle. C'est sûr. Voilà, c'est sûr. C'est sûr qu'on fera une déloc à Pau. Formidable. C'est certain. Je vois où on peut la faire. Non, mais allez-y, c'est chez vous, si vous voulez. Le roi et la reine de Pau, là, ça va être exceptionnel. L'arrivée de Valérie et d'Olivier. Non, mais c'est sûr. Franchement, si c'est François Bayrou, fait une déloc à Pau, c'est fait. Et je pourrais décider du conducteur de l'émission. Bien sûr, tout. Vous pourrez même décider du conducteur du train. Même du conducteur du train qui va nous amener. Vous pourrez décider de tout. On n'y va pas en. Non, vous savez, là, ça va être payé par. Attendez, puis on est vert, nous, on fait attention à l'écologie. On est vert, on sera surtout vert si on doit. C'est mal desservi en train ? Quoi ? Comment on va faire ? C'est 4h30. Oh merde. Et puis entre Bordeaux et Pau, la ligne n'a pas été très bien entretenue. Alors on y va comment ? On décolle du Bourget. On peut pas y aller en voiture. On peut pas y aller en voiture. C'est combien de temps ? Mais attendez, on y va comment alors ? Normalement, non, mais en train c'est bien. Allez, en train. Non, mais comment vous y allez vous ? En avion. Vous savez que les tarifs d'avion, bien sûr, sont moins chers que le train. Je sais. Bien sûr. Bien sûr, c'est un scandale français. Ça, on nous dit prenez le train, mais c'est plus cher. Non. L'avion, si tu t'y prends à l'avance, c'est sur des destinations comme ça, c'est beaucoup moins cher. Oui, mais c'est vrai. C'est combien un Paris-Pau ? C'est combien 90 balles ? Si vous le prenez à l'avance, 60 balles. Aller-retour, si vous le prenez à l'avance, c'est 200 €. Non, parce que vous êtes fait enfler. C'est quoi, c'est 80 balles aller-retour ? C'est la France, on n'a plus de low cost. Ah ouais, merde, il n'y a plus de low cost. Ah ouais, d'accord. Parce que moi, je connais, j'ai les vols à 80 €. Moi. Faudra faire des arbitrages, on ne pourra pas tous y aller. Pour aller, non, mais c'est vrai. Pour aller partout. Ah oui. Quoi, donc on prend l'avion et c'est bien desservi après ?
Ben, vous arrivez à l'aéroport, il y a un aéroport. On n'atterrit pas dans le Chamaïs. Tu es con, Vous avez une image de peau. ce mec, mais pas du tout. Non, mais parce que vous me dites tout ce qu'on lui dit, c'est mal desservi. Ah oui, donc c'est ça le problème. Hein, ouais. C'est incroyable. Oh là là, il y a des perspectives qui s'ouvrent quand si François Bayrou était à Madrid. Déjà, il était à ne rêve fond. pas trop non plus. Ne rêve pas trop non plus. Vraiment pas les billets tout de suite. Je voulais que je vous dise, si François Bayrou avait dû être Premier ministre, ça aurait été avant. Eh oui. Mais c'est sûr. J'ai la crainte de ça. C'est vrai. Il a essayé de le nommer, vraiment, je pense, mais dès que les socialistes mettent un tir de barrage, vous pouvez pas vous fâcher à la fois avec les socialistes et les républicains. Bien sûr. Vous pouvez Ça pas à la fois vous fâcher avec les socialistes et Nicolas Sarkozy. Mais C'est pas possible. L'option Le Cornu a été sur la table tout de suite. Comment tu expliques que ça aurait dû prendre 48 heures? Ah bah alors je te l'explique très simplement. Barrage. Emmanuel Bataille. Macron a voulu tout faire pour sortir. Non, même Non. pas. Il n'avait qu'une obsession, faire perdre à Marine Le Pen son pouvoir de vie ou de mort sur le gouvernement. Et pour ce faire, il s'est dit, il faut que j'aille décrocher les socialistes du nouveau Front D'accord. Populaire. C'est ce qu'il s'emploie à faire depuis quasiment une semaine. Sauf que ça ne marchera pas, qu'on aura perdu du temps. Il aura essayé, il viendra nous voir nous disant j'ai fait tout ce que je pouvais pour empêcher Marine Le Pen de recommencer à censurer un gouvernement et pour la dévitaliser politiquement, mais c'est les socialistes, c'est la gauche la plus bête du monde, ils n'arrivent pas à se décrocher du nouveau Front Populaire, tant pis, je repars avec le socle commun. C'est pour ça qu'on perd du temps. C'est uniquement pour ça. Exactement. C'est pour ça qu'on perd du temps. Vous entendez d'Artigol? Oui, c'est pour ça Merci. qu'on perd du En temps. même temps, on perd du temps, mais ça permet aussi de faire un peu imploser le NFP. Oui, à la marge. oui, à la marge, à la Et marge. Valérie, tu sais comment ils sont. Hein. Ah, bien En sûr. juin prochain, s'il y a une dissolution, Ah, bah, Ouais, ils on seront oublie là, tout. bien mais sûr, bien on sûr. enlève On devient l'ardoise. copains. Bien sûr. Naïm, arrêtez, ma Béna. Allez, Fabien Roussel, il avait été comparé à un collabo à Doriot par Bien sûr. les proches de Jean-Luc Mélenchon. Il y est retourné au NFP après. Oh. Donc, ils oublient tout. Ils Bien oublient sûr. tout, même les insultes, tout. C'est pas Ils grave. oublient tout, L'important, c'est le bien siège. sûr. C'est du tango. Valse Allez, du- Hervé pas qui est de- avec nous, Hervé de Normandie, non pas Julien. C'est vrai. Hervé de Normandie. Ah. Oui, c'est pas Julien. Oui. 01 80 20 39 21, vous nous appelez bien entendu sur Europe 1. Bonjour Hervé. Bonjour Cyril. Merci, vous êtes d'où de Normandie Hervé? La Manche. La Manche, bien sûr, je connais très bien. La Manche. J'ai sévi La Manche. là-bas. Je vous ai déjà appelé il y a quelques semaines. Je sais Hervé, je le sais, ça me fait bien plaisir de vous avoir. Alors Hervé, mon petit Hervé, dites-moi tout. Gabor est avec nous. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, mon petit Hervé? Alors déjà, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Avant de commencer. Ce que j'en pense, oh là 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 là, je vais tout vous dire. Hein, Ah bah dites-nous tout. Hein. c'est c'est encore un jeu de chaises musicales qui va agacer la grande majorité des Français, puisque de toute façon il y a personne dans le casting là, qui est proposé, qui est capable de prendre des décisions radicales, parce qu'on en est là en fait. Hein. On peut plus faire de l'homéopathie, il va falloir prendre des décisions extrêmement courageuses, et comme ils sont déjà dans le coup d'après au niveau élection, et ben tout va être encore sous Prozac, et puis aucune décision va être prise, et puis on va pas avancer alors que la situation exige. Donc moi je vois pas ça d'un très bon œil, quoi qu'il arrive, parce que regardez le gouvernement qui vient de tomber. Oui. Le ministre le plus populaire, c'est celui qui a pris la parole avec des décisions les plus radicales. On parle de Bruno Retailleau, bien sûr. Bah oui. Bien sûr. Je suis vendéen comme lui. Ah bah oui. Et je comprends parce que je le connais. J'ai une petite anecdote, tiens Hervé, sur Bruno Retailleau. Ouais. J'ai une petite info. Vous savez, au ministère de l'Intérieur, pour le ministre, il y a un grand appart d'environ 200 mètres carrés. Et il y a un autre petit appart, un petit 2 pièces, d'environ 40 mètres carrés. Et le ministre, normalement, doit aller dans le grand appartement. Et Bruno Retailleau n'a pas voulu aller dans le grand, il a pris le petit appartement. Voilà. Et c'est vrai que là-bas, ça a été très bien vu par les personnes, le personnel là-bas du ministère de l'Intérieur. Ah ouais. Et je vais vous dire un truc, Hervé, qui me fait pas plaisir. Même moi, je l'aurais pas fait, je pense que j'aurais pris le grand. Moi, je préfère être honnête, Hervé. Je préfère être honnête, Votre Hervé. transparence vous honore. Non, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du personnage. Hein. Oui. Vous savez, il a racheté la ferme de son grand-père. Oui. Les week-ends, il retourne là-bas, les pieds ancrés au Absolument. sol. Voilà. C'est quelqu'un. Il aime le feu de cheminée. Il y a toujours un feu de cheminée dans son bureau. Oui, c'est exactement ça. Donc c'est quelqu'un qui est très enraciné, hein, et qui a la tête sur les épaules. Et comme je vous disais, il est hyper populaire. Je vois par rapport aux agriculteurs qu'il connaît très bien, puisque je vous dis, il est petit-fils d'agriculteur. Oui, ça, oui. Il leur a dit OK, la manifestation vous pouvez, mais déconnez pas parce que moi je laisserai rien passer. Bah, C'est vrai.
ça s'est plutôt bien passé globalement, et lui en veulent pas. Donc voilà, on a besoin de gens comme ça aujourd'hui. Toutes les mièvreries là qui sont en train de se préparer dans les salons dorés, mais ça va déboucher sur rien du tout. Rien du tout. Et dans 6 mois, on en sera exactement au même point. Exactement. Aujourd'hui, si c'était les présidentielles, Hervé, vous voteriez pour qui, vous? Éric Zemmour. Éric Zemmour, d'accord, très bien. Il va se représenter, Éric Zemmour? Et s'il y a un Bruno Retailleau qui se présente? Possible, bien sûr. De toute façon, vous savez, je ne sais pas si vous avez lu le livre Refondation de justement Bruno Retailleau. Il l'a écrit il y a 5-6 ans. Moi, je l'ai lu. Franchement, il n'y a pas un papier à cigarette entre le programme de Reconquête et ce que pense. Il faut choisir s'ils sont candidats au premier tour. Je pense qu'Hervé. Et s'ils sont au premier tour tous les deux, vous choisissez qui? Celui qui a le plus de chances de gagner ou Ah, bonne question. Mais on pose des questions. Non, mais parce que moi, je pense qu'à un moment, à Bruno Retailleau, ça va quand même lui trotter dans la tête. Et si ça lui trotte pas dans la tête à lui, ça va l'en trotter dans la tête de son entourage. Ça trotte déjà dans la tête de son entourage. Quand vous y pensez pas vous-même, il y a des gens qui y pensent pour vous. Mais moi je pensais qu'il allait y aller après l'affaire Fillon en 2022. Ouais, mais c'était sinistré. C'était un peu tôt pour lui. Il était moins connu. Là, je sais pas. Écoutez, Hervé, vous nous direz, vous nous rappellerez, vous nous appelez quand vous voulez. On est là, nous on bouge pas. On sera là. Je pense qu'on sera encore là en 2027. À moins que, à moins qu'on, vous savez, qu'on se sépare de nous, mais pour l'instant on est là. Non. Moi j'ai signé toutes les pétitions concernant le maintien de C8 et tout ça. Merci. Merci. Oui, non, mais vous êtes une équipe extra parce que vous parlez de sujets graves, parce que il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Bien sûr. Le savoir. Exactement. Mais quand je vous écoute, on est capable de parler de choses sérieuses, mais en se marrant bien. Et bravo à toute l'équipe, en particulier à Valérie, qui a un sens de l'humour absolument fantastique. Vous la loupez pas. Non, c'est vrai qu'on la loupe pas. Non, mais c'est preuve d'intelligence, ça. Bravo Valérie. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Hervé, merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous me rappelez quand vous voulez. On est là. Nous, on bouge pas. On vous attend. Merci Hervé. Bonne journée à vous. Bonne journée. Allez, merci Hervé. Oui, Gauthier Lebray. Je voulais quand même faire une réflexion parce qu'avec tout cela, on perd du temps dans les tractations. On perd du temps surtout pour agir. Qu'est-ce qu'on va retenir de ce quinquennat d'Emmanuel Macron, si ce n'est 4 premiers ministres en un an, 6 ministres de l'Éducation nationale s'il y a quelqu'un qui remplace Anne Genetet depuis 2022, 4 ministres des Affaires étrangères si quelqu'un remplace Jean-Noël Barrot depuis 2022. On perd du temps, il ne restera rien de ce quinquennat. Alors il a réussi à faire passer une loi sur les retraites et une loi sur l'immigration, et puis plus rien. Dès qu'on essaye de mettre quelque chose en branle, d'actionner quelque chose, de mener une politique, tout s'arrête par une censure, et on va aller comme ça d'instabilité en instabilité à cause de cette dissolution qui n'avait aucun sens. Peut-être le quoi qu'il en coûte pour les entreprises pendant le Covid. Oui, mais c'était avant. C'était avant. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a depuis 2022 à part les 2 réformes que j'ai, et on va pas perdre du temps comme ça. Les agriculteurs attendent leur aide. Mais je vais vous dire, c'est un peu comme ça. Je prends l'exemple parce qu'il parlait de C8 et d'Europe 1, notre ami Hervé, il y a un instant. Vous savez, j'ai vu un producteur aujourd'hui, un producteur qui me disait, moi, mes 2 clients, c'était Énergie 12 et C8. Donc aujourd'hui, parce que ça, on oublie ça aussi, c'était 80% de mon chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, ils m'enlèvent C8, Énergie 12, ils se rendent pas compte demain que ça va être énormément de chômage. Moi, je mets 30 personnes au chômage. Il me dit, les impôts que je payais, ils vont plus rentrer en France, ces impôts-là. Parce qu'il me dit, moi je payais énormément d'impôts tous les ans, même pas avec ma boîte, et puis toutes les taxes, etc. Donc tout ça, mais ils ne réfléchissent à rien. Quand je vous dis que ce sont rien, tout est fait en dépit du bon sens, tout est politique, et rien ne va dans le sens des Français. C'est ça qui est incroyable quand même, excusez-moi, parce que ça c'est quand même une décision qui est quand même une idiotie finie, arbitraire. Mais en plus, mais je vais vous dire, au bout du bout, qui va perdre? Les téléspectateurs et les salariés, et les salariés, et à la fin du fin, les téléspectateurs ils nous retrouveront autre part. Mais eux, c'est eux qui vont perdre, puisque aujourd'hui le produit TNT va baisser drastiquement. Les gens vont dire c'est fini, il n'y a plus rien, et ils vont baisser, ils vont. Vous savez, c'est des mecs qui sont c'est leur propre boutique, et ils vont enlever les produits phares. Ils vont dire non, il y a trop de gens qui viennent sur ces produits-là, on va les enlever. Tiens, on va les enlever complètement. On va garder des produits. Mais c'est vraiment, mais c'est quand même. Je vous dis, mais vous vous rendez compte dans quel pays on est? Non, mais vous vous rendez compte, excusez-moi, mais ce sont des gens qui n'ont pas de cerveau. C'est incroyable de faire ça. C'est que c'est pas réfléchi, ils ne réfléchissent pas. Écoutez ce que vous voulez que je vous dise, et tout est fait comme ça. C'est d'autant plus surprenant que ce sont des profils proches d'une culture business quand même. Non, pas du tout. Non, oui, mais ils auraient été présentés comme ça. C'est des profils proches d'une culture pas business du tout, non. Oui. Emmanuel Macron. Oui. Oui, non, mais il parlait de l'Arcom, Cyril. Il parlait de l'Arcom. Merci. Non, pas business. C'est plus chaud
que business. Merci. Alors on va se retrouver dans un instant sur Europe 1. Vous continuez à réagir 01 80 20 39 21. Emmanuel Macron voit tout le monde aujourd'hui sans LFI ni le RN pour nommer le Premier ministre. À tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous, 16h32 sur Europe 1. Et puis on est bien, hein. Franchement on est bien avec toute l'équipe, Gauthier Lebray, Valérie Lenaïm, Olivier D'Artigol et Fabien Lecoeuf qu'on retrouvera aux alentours de 17h03, hein, bien entendu pour ces infos people que vous attendez tous les jours sur Europe 1. Hier il n'était pas là, donc aujourd'hui je peux vous dire qu'il a mis des bouchées doubles sur les infos. Restez avec nous, il y a vraiment un truc incroyable oui, qui va nous dire dans un instant concernant une personne, je crois qu'il a une très grosse info. Ah oui? Oui, une très grosse info. T'as une très grosse info? Ah oui, il a une très grosse info. Oui, c'est vrai. Il a une très grosse info. Je crois qu'il le sait même pas lui-même, mais il a une très grosse info. C'est ça le problème. Merci en tout cas. Allez, on a pas mal d'auditeurs qui nous appellent, même beaucoup d'auditeurs. 01 80 20 39 21 sur la situation de la France. Tiens, dites-nous ce que vous pensez de cette décision d'Emmanuel Macron qui consulte sans LFI ni le RN pour nommer le Premier ministre. Alors, la LFI, ils avaient dit qu'ils voulaient pas discuter. Donc c'est assez logique. Et le RN, ils sont pas d'accord. Ouais, ils ont dit. Marine Le Pen dit c'est très bien qu'ils nous consultent pas. Mais Jordan voulait y aller. Voilà, exactement. Manuel Bompard a dit quand même si des socialistes et des écologistes ou des communistes deviennent ministres dans un gouvernement d'union nationale, alors nous les combattrons. Ah oui, mais comment? C'est ça, nous les combattrons. Mais Sandrine Rousseau vient de dire d'accord pour un pacte de non-censure, mais des macronistes qui ne censureraient pas un gouvernement de gauche. Vous voyez, ça marche pas dans les deux sens. C'est terminé. C'est une blague. C'est une farce. C'est une farce. Oui, je crois qu'elle comprend ce qu'elle dit. Vous avez vu ce qu'elle a dit sur Boilem Sansal ce matin? Ah oui, j'ai vu. J'ai vu. Ça, c'est incroyable. Ça. Également, elle a dit rappelons quand même que ce n'est pas un ange. Ses propos et positions tenues sont des propos relevant de l'extrême droite. Et du suprémacisme. Ce qui annule tout ce qu'elle a pu dire sur le fait qu'il ne devait rien faire en prison, etc. On a le son. Écoutez, on a le son. Il est scandaleux qu'il soit emprisonné. Il est scandaleux que son avocat n'ait pas le droit d'entrer en Algérie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Après, je voudrais aussi poser, et dans les deux termes de l'équation, que les propos et les positions tenues sont des propos relevant de l'extrême droite, relevant d'une forme de suprémacisme, et que ça, à un moment, il faut aussi poser les deux. C'est-à-dire que il n'a pas à être en prison, d'aucune manière. Il a à être défendu. C'est un droit humain fondamental. Pour autant, rappelons quand même que ça n'est pas non plus un ange dans ses positions. Alors, c'est pas un ange, donc il mérite bien la prison. Non, mais c'est incroyable de dire ça. C'est ça que ça veut dire. Non, puis une forme de suprémacisme. Comment peut-on dire des bêtises pareilles? Toujours pareil, coller les étiquettes, extrême droite, suprémaciste, parce que vous avez un homme qui dénonce l'islamisme et la dictature algérienne. Voilà, donc tout de suite, hop, c'est exactement ce qui s'était passé sur France 5 dans cette émission de Thomas Guénarov, où même chose, on essaie de discréditer Boilem Sansal, alors qu'il n'est pas là pour se défendre, il est dans une geôle en Algérie. Et cette sortie ne veut rien dire, parce que cette sortie, elle dit oui, mais non, mais oui. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'elle dit, cette sortie? Oui, mais non, mais oui. Oui, mais non, mais oui. Oui, mais non, mais non, mais oui. Non, mais c'est exactement ça. C'est scandaleux. Son avocat ne peut pas mettre un pied en Algérie. Tout ça, mais... C'est ce que ça veut dire cette sortie? C'est oui, mais non, mais non, mais oui. Je suis complètement d'accord avec vous. Il y a Yvan qui est avec nous d'Occitanie. Bonjour Yvan. Allô? Bonjour Yvan. C'est Yann. Ah, c'est Yann. Bah oui, je voyais. Je suis con. C'est Yannou, comment il va? Bah bien, et toi? Voilà l'équipe. Bonjour. Je suis content de vous avoir, Yann. Comment vous allez? Bien? Tout va bien? Bah ouais, tranquille. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, comme on dit. Bah ouais. Merci, Yann. À 1h30 de l'apéro, ça va. Ah, bien sûr. Ah bah oui, 1h30 de l'apéro. Ah oui, vous le prenez. Ah oui, c'est ça, c'est quoi? C'est 18h. Très bien, attends, 1h24 de l'apéro. Hein. C'est très bien ça. Et Yann, alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Bah, alors déjà, moi, politique de droite, politique de gauche, on n'a plus les moyens d'avoir une politique de droite ou une politique de gauche. Ni le temps, ni le pognon. Après, quand on voit qu'il se passe un peu, ils sont tous en crise d'adolescence. Et si je prends lui, ah ben non, moi je viens pas, il est méchant, il a pas été gentil avec moi. Lui, je l'invite pas parce qu'il est méchant. Lui, je l'invite, mais non, je veux pas venir parce que moi, le président, moi je l'aime pas, je veux qu'il parte. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Vu que... Vous avez un chat? Vous avez un chat? Non, pourquoi? Ah, je croyais. Ça a miaulé. Ça a miaulé. Non, mais attendez, c'est bizarre.
Non, Si, il y a les chats. Ça doit être Valérie Benaïm. Ouais, c'est vrai que j'ai l'habitude de miauler. Voilà. Excusez-moi, côté féline. Voilà. Bah, il y a Olivier d'Artigol à côté, c'est un peu normal, quoi. Non, ça s'est calmé. Alors, oui, non, mais ouais, vous comprenez ce que dit Yann. Hein. Il dit quoi pour l'instant, Yann? Vous pensez comme nous? Petite tambouille. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il y a urgence pour les Français, en fait. Mais oui, on perd du temps. Moi, ce que je pense, c'est que alors à chaque fois, quand le pays a été en grande difficulté, ou dès que celui-ci a dû remonter une crise assez lourde, au lendemain de la Deuxième Guerre, quand il y a eu la guerre d'Algérie, moi je pense qu'il faut mettre les politiques de côté et mettre des gens qui travaillent pour le pays sans notion de politique, c'est-à-dire des militaires. Ah, c'est ça. Mais... Oui. Alors là. C'est-à-dire que ces gens-là, ils pourront pas dire je suis de droite, je suis de gauche. Ils en ont rien à taper. Pour, à mon avis, à l'Assemblée, des types qui feront les nerveux vont vite se faire calmer. Ouais. C'est-à-dire que l'autre, il pourra lui dire viens, je t'attends dehors. Pas de problème. Pardon, je te rejoins. Et c'est des gens. C'est vrai que dans ce que dit Yann, moi, ces petits caïds de l'Assemblée qui joue les caïds, c'est insupportable. Excusez-moi, il a raison. Hein. Il dit viens, on va dehors. Le mec, excusez-moi, c'est Thomas Porte. Faut arrêter Thomas Porte. Avec le député. Thomas Porte, il faut qu'il arrête de jouer les caïds. Excusez-moi, voilà, c'est insupportable. Ça aussi, je suis d'accord avec vous, Yann. Hein. Ça, non, mais là que certains jouent les caïds, ça c'est évidemment insupportable. Oui, en revanche, moi j'ai beaucoup plus de. Mais il y a des gens, il y a des gens qui sont de l'avis de Yann. Il y a beaucoup de Français qui sont de l'avis de Yann. Après, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais il y a énormément de Français qui sont d'accord avec Yann et qui disent aujourd'hui. Que quand on met l'armée au pouvoir, c'est jamais un bon signe et qu'elle quitte rarement le pouvoir toute seule après. Le général de Gaulle a très bien quitté le pouvoir. Excusez-moi, il a même démissionné. Certains pourraient s'en inspirer. Mais Valérie Benaïm, il faut écouter les Français. C'est le seul qui a respecté le dernier résultat des référendums. C'est vrai, vous avez raison. Exactement, voilà. Donc, le dernier référendum, c'est 2005. Le résultat n'a pas été respecté. C'est justement ce que dit notre auditeur. Celui qui a respecté, il m'a dit, le dernier qui a respecté. Vous avez raison. Mais c'est François Mitterrand qui a respecté, le dernier qui a respecté un résultat de référendum. C'était Maastricht. Ah oui, c'est vrai. Le traité. Le traité. Oui. Bah oui, il a remporté à quelques voix près. Avec un grand débat face à Philippe Séguin. Par rapport à ce que vous dites sur la réponse militaire, De Gaulle est certes un militaire, mais en 1945, ou alors après les événements d'Algérie, il a une réponse très politique en essayant de construire du rassemblement, justement, et à la libération avec des sensibilités politiques qui étaient très éloignés des siennes, comme les communistes qui ont reconstruit le pays en créant la sécurité sociale. Donc c'est cet esprit-là d'union nationale qu'il voulait le placer. C'est cet esprit-là qu'il faut heureusement qu'ils n'avaient pas le premier poste. Heureusement qu'ils n'étaient pas à la place du général. Il faut dire que les politiques, les politiques de 1945 ou les politiques de la guerre de l'Algérie, c'est pas les mêmes. Ah bah non, c'est pas le même niveau. On va pas se mentir. Bah là, il y en a qui jouent en district et il y en a qui jouent et les autres qui jouent en Ligue des Champions. Hein. Là, il y a des mecs qui jouent. Parce que les meilleurs sont en politique aujourd'hui. Là, t'en as, ils savent même pas lire. Quand tu les entends, ils font des unions. Alors là, en plus, la spécialité du président, c'est qu'il prend les gens qui font le moins de voix pour essayer de faire quelque chose où il peut avoir la majorité. C'est assez bizarre. Plus que t'as froid, plus tu retires le pull. C'est de Benetton, ça. Non, mais cette dissolution n'avait absolument aucun sens. Et c'est même pire que cela, parce que pourquoi on a eu cette dissolution? Parce qu'il n'avait plus de cartouche. Il a limogé Elisabeth Borne en janvier dernier, ça n'avait aucun sens, alors qu'il aurait dû la garder jusqu'aux européennes, l'épuiser, à ce moment-là dire merci Madame la Première ministre, on vient de se prendre une tôle, vous êtes limogée, et la remplacer par Gabriel Attal. Moi, je vais vous dire un truc, je pense, de ce que je... Il m'a écouté. Je vais vous dire, je pense qu'il y a eu un truc aussi, je pense qu'il s'est vraiment passé un truc entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Je vous le dis, il y a un truc qui a fait, il y a eu vraiment il y a une cassure entre les deux. Mais vous savez bien que ça très vite. Non, mais bien avant. La dissolution. Non, bien avant la dissolution. Il y a eu quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'il y a eu. On ne sait pas ce qu'il y a eu. Non, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a eu, mais il y a eu un truc. Gabriel Attal aurait fait quelque chose à Emmanuel Macron et je peux vous le dire que ce n'est pas passé. Il y a eu le salon de l'agriculture. Qui aurait provoqué la dissolution ? Ouais, je vais vous dire. Il y a eu le salon de l'agriculture. Non, mais
je pense qu'il pouvait précipité les choses. Ouais, je pense que ça a joué aussi. Le salon de l'agriculture, Gabriel Attal vient d'être nommé par Emmanuel Macron, donc à ce moment-là, les deux hommes s'entendent, puisqu'il le nomme Premier ministre. Emmanuel Macron vit un très mauvais moment, souvenez-vous, au salon de l'agriculture. Il va inviter les soulèvements de la terre, du moins certains de ses conseillers. Donc il se retrouve face rétropédalage. Il se retrouve face au syndicat agricole dans un moment très tendu. Et il y a sa fuite. Il y a Gabriel Attal qui est en train de regarder la séquence d'Emmanuel Macron en difficulté au salon de l'agriculture avec ses conseillers, avec quasiment du dédain pour le président de la République, et ça lui est rapporté. Et c'est peut-être ce dont vous parlez. C'est une approche politique, Cyril. Et tu as raison, mais Gabriel Attal doit tout, absolument tout, à Emmanuel Macron. Il y a peut-être à un moment donné Emmanuel Macron qui a senti une faille de loyauté. Oui, exactement. Quelque chose qui s'est cassé sur la relation humaine. Emmanuel Macron devait tout à François Hollande. Donc, justement, il sait c'est la politique, les amis. C'est la politique. Vous n'avez pas qu'on vous fasse ce qu'on vous a fait. C'est un peu une tradition française entre le Premier ministre et son président. Vous savez que Emmanuel Macron, il a un petit truc. Quand il voit des gens, il dit toujours une fausse info. Et il a une tellement bonne mémoire qu'il arrive à savoir quelle fausse info il a dit à qui. Exact. Pour savoir si ça lui revient derrière et si la personne parle. Pas mal. Et je pense qu'il y a eu aussi un petit truc comme ça avec Gabriel Attal. Je peux complètement me tromper, c'est une suppute. Je suppute. Donc une faille de loyauté. Vous supputez. Je suppute. Voilà. Soit vous supputez, soit vous êtes très bien informé. Je suppute. Il est très bien informé, je pense. Je suis un supputeur. Et sur une question politique, je suis un supputeur. Sur une question politique, je suis un supputeur. Je suppute. Et je pense que ça lui est revenu et que derrière, il a dit OK, on va le shooter. Voilà. Ah oui, joli. C'est une bonne technique, mais il faut avoir une grosse mémoire. Ouais, exactement. Après, dissoudre une assemblée entière pour shooter un mec, c'est un peu excessif. Non, ça a joué. Il s'est dit en plus, ça va me permettre de me débarrasser de Gabriel Attal. Et puis souvenez-vous, il y avait les européennes où ils étaient aussi totalement en désaccord. Lui, il lui disait va faire campagne, va débattre avec Jordan Bardella, et il a fini par lui imposer le débat avec Bardella parce que Gabriel Attal ne voulait pas y aller en disant c'est pas moi la tête de liste, moi je suis pas patron de parti, je suis Premier ministre. Cette technique, Cyril, c'est bien parce que c'est un crash test. Exactement. C'est-à-dire, il se dit là, je l'ai pris en faille, donc pour la suite, c'est pas jouable. Ça me rappelle, ça n'a rien à voir, mais je le raconte aux auditeurs d'Europe 1, c'est Bernard Tapie. Est-ce que vous connaissez cette histoire de Bernard Tapie quand il a réuni ses joueurs, quand il devait jouer en demi-finale, je crois, de la Ligue des Champions, de la Coupe des Clubs Champions, c'était la Coupe des Clubs Champions à l'époque, et qu'il y avait énormément de clubs italiens qui appelaient les joueurs pour leur demander de lever le pied et leur demander de ne pas jouer le match et de les laisser gagner. Et il leur donnait des mallettes, Donc en fait, et c'est vrai que Bernard Tapie avait fait un truc incroyable. Il avait dit je sais qu'on va vous appeler, quoi qu'il arrive, on va vous appeler. Donc celui qui me le dit pas, sachez-le, je le saurai parce que je vais moi-même faire un faux mec italien qui va vous appeler pour vous proposer de l'argent. C'est génial. Donc, je vous le dis, faites attention, parce que je le saurai. Un malin et demi, quoi. Et il n'a pas du tout fait ça. Et il y a des joueurs qui sont venus spontanément lui dire bon, il y a un mec qui m'a appelé. C'est incroyable. C'est fou. Donc voilà, donc c'est un peu. C'est un peu dans. Exactement. Voilà, c'est un peu le voilà. Donc et je pense qu'il y a eu un truc. Je suis un supputeur. Je pense qu'il y a ça aussi qui a joué. Voilà. Mais je suppute. Voilà. Vous supputez rarement ex nihilo, si j'ose m'exprimer ainsi. Bien entendu, je ne sais pas qui est cette personne. Je l'embrasse. Mais une péto. En tout cas, pour Emmanuel Macron, c'était un casus belli. Ah oui, je pense aussi. Et Yann, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci de m'avoir pris au téléphone. Ah non, mais nous, ça nous fait plaisir, au contraire. C'est un plaisir. Super. Et ben voilà, il est 16h45. Je passe toujours mon petit coucou à Michel. Bah oui. Coucou Michel. Voilà. Michel Barnier. Michel, un collègue à moi, là. Et puis, Jean-Michel Apathy, parce que tu l'oublies. Merci. Vous êtes sûr? Vous n'avez pas démarré l'apéro plus tôt? Non. C'est Romain qui me dit ça. C'est pour ça qu'il est méchant avec toi. Tu le négliges. Tu lui dis jamais bonjour. Jean-Michel Apathy. Non, oui, c'est ça. C'est vrai que voilà, on lui dit bonjour. Merci Yann, vous avez bien fait de lui passer un petit bonjour, parce que c'est notre auditeur le plus fidèle. Donc merci à Jean-Michel Apathy. Voilà, merci Yann. Je vous fais de gros bisous. On vous attend. Vous pouvez nous rappeler demain. Et bon apéro, mon Yann. Ouais, merci. Salut Yann, merci d'avoir été là. On a Yves avec nous, Yves Dumont.
Bonjour monsieur. Bonjour Yves. Bonjour, merci d'être venu. C'est un vrai plaisir de vous avoir. Ah bah merci Yves, merci moi aussi. Même ça me fait bien. J'ai eu du mal à accrocher avec vous. Ah bah ça me fait plaisir, c'est ce que disait ma meuf. Voilà. Et comme vous venez de le dire, je suppute qu'on va bien s'entendre. J'espère bien et ça me fait bien plaisir de vous avoir en tout cas Yves. Et parce que tout à l'heure vous parliez de 2027. Oui. Eh ben, il y a une dame, heureusement, qu'elle n'exerce pas en maternelle, parce que 73 plus 3, ça fait 76 pour un dinosaure. Oui. Qu'elle disait sur Barnier. Ah oui, bien sûr, exactement. Voilà. Oui. Donc, s'il commence à 76 ans, ça sera le plus vieux président de la République élu. Oui, mais je pense que Michel Barnier, son destin présidentiel, c'est assez vite arrêté. Oui. Il va écrire un livre. Non, mais je parle de Mélenchon. Bien sûr. S'il avait été, ça va être salé. Ça sera le plus vieux. Il parle de Mélenchon. Ah oui. Mélenchon, oui, ça serait le plus vieux. Ah oui. Et comme, comment dire, le monsieur, il a parlé de l'Algérie juste avant. C'est pas ça que je voulais vous dire au départ, mais comme j'ai entendu la conversation, Delogu, il savait peut-être pas que Pétain c'était un fasciste, mais il sait pas que Mitterrand, il adorait Pétain, et que Mélenchon, lui, non, on peut pas dire qu'il adorait Pétain. Si. Adoré. Il est Francisque, lui enlevez pas. Non mais je comprends ce que veut dire Yves. Et Yves, vous avez vu Olivier d'Artigol? Vous avez vu Olivier d'Artigol? Non, parce que c'est ma formation d'historien. Oui, je sais. Oui, il adorait pas. Voilà, c'est tout. D'Artigol va pas être content avec moi. Mais je pense qu'il se souvient quand même qu'il a fait quand même 38 condamnations sur 45, Mitterrand, quand il était garde des Sceaux. Non, c'est pas ça? D'Artigol. Oui, allô. Sous la 4e, oui, les gardes des Sceaux. Et oui. Quand il était garde des Sceaux pour l'Algérie, il n'en a pas. Il a envoyé des condamnés à mort, c'est ça que vous voulez dire. Ah oui, mais c'était pas en lien avec la Seconde Guerre mondiale, oui. Oui, mais c'est ce que. Oui, mais bon. Oui, bien sûr. Oui. Quand l'extrême gauche dit que l'extrême droite elle n'a pas changé, Mitterrand il a bien eu le temps de changer en 81, en 20 ans, donc je vois pas pourquoi l'extrême droite n'aurait pas le droit. C'est très bon argument ça. Exactement. Voilà. Et de l'autre côté, j'appelais surtout pour dire que les socialistes, une fois de plus, ils vont faire une forfaiture. En 47, ils avaient viré les socialistes. En 83-84, les communistes. En 47, ils avaient viré les communistes. Oui. Et en 1983-84, les communistes ont quitté Mitterrand parce qu'il leur avait fait un coup dans le dos. Oui. Vous vous en souvenez de ça? Le virage de la rigueur, le tournant de la rigueur. Et après avoir fait n'importe quoi de 80 à 83, fallait bien mettre un peu de rigueur là-dedans. La seule chose qu'il a fait de bien, Mitterrand, la seule chose qu'il a fait bien entre 81 et 83, François Mitterrand, c'est la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. C'est tout. Et puis si vous voulez par là, je parle pas de la girouette Hollande, parce que lui, le DSK, il avait perdu son pantalon. Hollande, vous avez une petite dent contre la gauche. Non, je crois pas. Je crois pas. Alors, je vais vous dire que non du tout. Alors, tout ça est assez factuel. Je vais être très clair. J'ai 68 ans. En 1981, j'ai voté Mitterrand. Au deuxième tour, comme j'ai malheureusement appris justement ces choses de l'Algérie, je n'ai pas voté pour lui. En 2002, j'ai voté M. Jospin, que les grands pontifs de la gauche, ils avaient laissé carrément tomber. Après, comme j'avais pas trop le choix, j'ai voté Hollande, parce que voilà. Mais maintenant, c'est fini. J'avoue franchement que c'est fini de chez fini. Ben oui. Je n'y retournerai pas. Un déçu de la gauche. Mais c'est un déçu de la gauche. Excusez-moi, ce qu'a dit Yves depuis tout à l'heure, je suis désolé, c'est factuel ce que dit Yves, il n'a pas dit voilà. Excusez-moi, Olivier d'Artigol, c'est vrai que ça vous égratine, mais excusez-moi, Yves, il est factuel dans ce qu'il dit. De toute manière, toutes les vérités. Et vous en voulez une petite aussi pour rigoler vis-à-vis de la gauche? Allez-y, n'hésitez pas. Parce qu'avant de vous appeler, parce que ça fait très longtemps que je prépare ça. Allez-y, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ce monsieur Mélenchon qui dit que la France est raciste, que l'école est raciste, j'ai fait une petite enquête, j'ai fait des recherches sur 21 députés français issus de l'immigration qui sont dans LFI. 16 ont fait de très hautes études en France, dont certains Sciences Po. Alors, quand il dit que les Français ou l'école est raciste, on pourrait peut-être qu'il revoie sa copie. Non, mais c'est pas bon ce que dit Yves, excusez-moi, Gauthier Lebray.
Je sais pas. Vous pouvez vérifier, j'en ai peut-être pas cherché assez. Non, mais on vous fait... Mais que Jean-Luc Mélenchon dise qu'il y a en France un racisme, c'est certain. Est-ce qu'il dit que la France est raciste pour autant ? Est-ce que peut-être qu'il dénonce un racisme systémique ? Encore une fois, ça peut être contesté, mais il ne me semble pas que Jean-Luc Mélenchon ait un jour dit que la France était un pays raciste. Non, certaines de ces institutions. Vous êtes plus doué que moi. Hein. Vous jouez sur un petit peu mais j'ouvre le débat. Je me pose la question à haute voix. Et moi, je considère que SOS Racisme a été un précurseur de ça, contrairement à ce que c'était prévu au départ. C'est-à-dire ? Eh bien, si vous voulez par là, moi, j'ai 68 ans. Hein. Oui. Donc, à une certaine époque de ma vie, quand j'étais plus jeune, il y a une trentaine d'années, alors attendez que je dise pas de bêtises, 28-30 ans. Oui. J'ai eu l'occasion, et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui collait pas. Alors, pour vous mettre à l'aise sur ma position soi-disant du racisme, ou de pas raciste, j'ai une tante qui était martiniquaise et une cousine qui est revenue, bonne sœur, infirmière, qui est revenue de... Ça y est, j'ai un trou de mémoire, et je tremble un peu en parlant parce que j'ai pas du Sénégal avec un monsieur qui était bien noir, qui s'appelait Doudou, surnom de Doudou. Alors pour vous dire que mon enfance a été bercée avec ces gens-là et tout. Et lorsque donc de la richesse, donc de la richesse culturelle, exactement. La richesse culturelle. 89, j'ai eu, parce que mon patron était malade, à embaucher des gens. C'est là que j'ai vu la entre guillemets perversité de SOS Racisme qui a été détournée. Puisque lorsque j'ai voulu embaucher 2 personnes, c'est moi qui les supervisais vis-à-vis de mon patron, eh bien malheureusement, j'ai embauché un monsieur qui était de couleur, qui était noir. C'est très bien. Par contre, le monsieur qui était algérien m'a tout de suite traité de raciste. Parce que je ne l'avais pas embauché. Et c'est pour ça que je dis que SOS Raciste a été très bien. Oui, mais c'est pas de leur faute, c'est pas de leur faute, ça. Oui. Parce que certains ont inversé le problème, et c'est aussi pour ça, à travers la guerre d'Algérie, qu'il y a des problèmes de communication. Merci. Parce que certains ont considéré qu'à partir du moment où ils étaient là, on leur devait tout. Merci Yves. Merci Yves d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Yves. Merci. Vous nous rappelez quand vous voulez Yves Dumont. Merci beaucoup. À tout de suite sur Europe 1. Il n'y a pas de quoi. Vous ne nous embêtez pas. Merci Yves. 01 80 20 39 21. On revient dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.